Pour Ezra Blackwood, il semblait que tout s'écroulait. Il tentait de se concentrer sur son environnement, mais la lumière fluorescente intense lui crevait les yeux. Les bips des équipements hospitaliers, les murs blancs et l'odeur d'antiseptique emplissaient l'air. Mais pourquoi essayait-il de rassembler ses souvenirs désordonnés? Le Hyatt Regency, un vol de dernière minute pour Chicago et un voyage d'affaires avaient eu lieu. Il était rentré tôt avec l'intention de surprendre Vivian. Le bruit sec des talons frappant le linoléum le ramena à la réalité. Dans l'embrasure de la porte apparut Vivian, sa femme depuis 10 ans, toujours aussi élégante dans son tailleur Chanel, ses ongles manucurés se crispant sur la lanière de son sac Hermès. D'un ton dépourvu de véritable regret, elle lui dit « Je suis désolé que tu m'aies surprise avec mon amant dans cette chambre d'hôtel. Son intention n'était pas de vous assommer. Je vous le promets. Ne portez pas plainte, s'il vous plaît. » Ezra la regarda, sa colère grandissant en lui comme de la lave volcanique. Ils étaient mariés depuis 10 ans, et durant cette période, ils avaient connu beaucoup d'épreuves, de victoires et de rêves ensemble. Mais tout cela n'était que mensonge. Sans la loi, je vous détruirais tous les deux, dit-il. Même si sa voix était éraillée, elle était remplie d'une froide détermination. L'expression d'inquiétude de Vivian disparut, remplacée par un rictus qui exaspéra Ezra. Alors qu'elle lui tapait sur les nerfs, elle se mit à rire. « Tu me verseras une pension alimentaire jusqu'à la fin de ta misérable vie, chérie. » Ezra remarqua quelque chose lorsqu'elle se retourna pour partir. Sous la lumière crue de l'hôpital, un pendentif en émeraude pendait à son cou. Il ne l'avait pas remarqué auparavant. Ce n'était pas un objet de famille, c'était certain. Il l'aurait reconnu comme un cadeau de son amant. Avant qu'il ne puisse exiger des réponses, une autre trahison devait être ajoutée à sa liste grandissante. L'une des infirmières se précipita dans la chambre. « Monsieur Blackwood, votre sœur Lydia est là aussi. » Son front est plissé. Cela faisait des années qu'il n'avait pas parlé à Lydia. Pourquoi diable était-elle ici? Une femme qui ne ressemblait en rien à la jeune fille insouciante qu'elle avait été autrefois fut amenée par l'infirmière. Ezra pensa à Lydia Blackwood. À 35 ans, elle dégageait l'assurance prudente de quelqu'un qui avait trop vu le côté sombre du monde. Avant de se concentrer sur son frère, ses yeux vifs balayèrent toute la pièce. « Bonjour, Ezra, » dit-elle d'un ton délibérément neutre. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Ne sachant comment réagir, Ezra acquiesça. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, c'était à l'enterrement de leur père. Il y a 10 ans, leur famille avait été dévastée par la mort de James Blackwood dans un accident de voiture. Pour plaire à son père, Ezra s'était consacré à sa profession d'avocat. Lydia avait pris une décision différente. « J'ai été informé des événements, » dit Lydia en s'asseyant sur le bord d'une chaise en plastique. « Comment te sens-tu maintenant que tu as été renversé par un camion ?» Ezra grogna. « Lydia, que fais-tu ici ?» Les yeux de Lydia brillèrent d'agacement. « À l'autre bout du monde, j'ai entendu dire que tu enquêtais sur les théories du complot. »« Je fais du journalisme d'investigation, » poursuivit Lydia. Certaines vérités très authentiques et effrayantes ont été révélées par Ezra et ses idées de conspiration. Elle baissa la voix et se pencha en avant. « J'ai enquêté sur plusieurs dissimulations d'entreprise. Je crois qu'elles ont quelque chose à voir avec le décès de papa. » Ezra ricana. « Papa a été tué dans un accident de voiture, Lydia. Ce n'était pas une grande conspiration, n'est-ce pas? C'était tragique. » Lydia lui lança un défi, « As-tu déjà enquêté sur la situation, sur la défaillance des freins ou sur l'absence de témoins ?» Ezra commença à protester, mais Lydia persista. « J'ai découvert des liens avec Nexachem. Toute cette affaire tourne autour d'eux. » Nexachem. L'échine d'Ezra frémit à l'évocation de ce nom. C'était l'un des plus gros clients de son entreprise. Il s'était personnellement occupé de plusieurs de leurs problèmes de conformité environnementale. « Que savez-vous de Nexachem » demanda Ezra, en essayant de garder un ton ferme. Les yeux de Lydia se rétrécirent. « Quelque chose de mortel, Ezra, dit-elle. » Ezra entendit des voix étouffées à l'extérieur de sa chambre avant de pouvoir répondre. Il reconnut les voix de 2 hommes et celle de Vivian. Les termes ne lui étaient pas familiers. Puis Tox se glissa par la porte entr'ouverte sans un bruit. « Lydia, » murmura-t-il, « nous ne pouvons manifestement pas rester ici, nous avons entendu la même chose. »« Ce n'est pas sûr, » dit Lydia, alors qu'un homme apparaissait soudain dans l'embrasure de la porte. Félix Reeves, détective privé et ami de toujours d'Ezra, parcourut la pièce d'un regard acéré, visiblement prêt à les sortir de là. Le ton de Félix contrastait avec l'inquiétude dans ses yeux lorsqu'il demanda « Une voiture m'attend ». Ezra fit un signe de tête. Félix l'aida à sortir du lit et Lydia rassembla ses affaires, soudain impatiente d'être ailleurs qu'ici. « Nous allons chez moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, ajouta-t-elle doucement.
Alors que la voiture de Félix sillonnait les rues de la ville, l'anxiété d'Ezra était évidente alors qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Sa vie idyllique s'était soudainement effondrée, et maintenant, il s'arrêtait devant un complexe d'appartements sobres pendant que sa sœur, étrangement agitée, discutait de dissimulation et de conspiration. Tout en les conduisant sur 3 étages, Lydia ne les quittait pas des yeux. Elle déverrouilla une lourde porte et les fit entrer. L'appartement, petit mais bien rangé, contenait plusieurs écrans d'ordinateur et des piles de documents. Sur l'un des ordinateurs portables, une jeune femme aux cheveux bleus vifs leva la tête. Lorsqu'elle vit les arrivants, ses yeux s'écarquillèrent. « Félix, Ezra, dit Lydia, voici Zara, ma colocataire. »« Zara, ajouta Lydia, mon frère Ezra et son ami Félix sont ici. » Zara acquiesça brièvement, mais son regard resta fixé sur Ezra. Il était évident, à son ton, que ce n'était pas un compliment. La loi environnementale d'Ezra. Commença Zara, mais Ezra se hérissa. En fait, mon domaine d'expertise consiste à aider les entreprises à se conformer à la réglementation et à nettoyer les sites pollués. L'expression de Zara changea, comme si elle n'avait pas prévu cela. Avant qu'Ezra ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il soupira en jetant un coup d'œil à l'écran et vit qu'il s'agissait de son associé, Harold Winters. Il répondit. « Où diable es-tu, Ezra ?» Harold avait l'air tendu. « Vivian a déjà demandé le divorce. Elle demande un paiement assez important. » Ezra serra le téléphone. « Quoi? Comment est-ce possible? Moins d'un jour s'est écoulé. Je n'en suis pas sûr, mais ses avocats travaillent rapidement. Nous devons discuter de la stratégie. Peux-tu revenir? Je serai là dès que possible, dit Ezra, encore incrédule. C'est stupéfiant. Après avoir raccroché, il fit face aux autres. Je dois partir travailler. Vivian a déjà demandé le divorce. Lydia plissa les yeux. C'était rapide. Trop rapide. Il faut que tu vois quelque chose avant de partir. Elle étala le contenu d'un dossier qu'elle avait sorti sur la table basse. Voici les résultats de mes recherches sur NexHM, regarde ce schéma d'accidents mystérieux dans leurs usines et les problèmes environnementaux. Grâce à son sens juridique, Ezra décelait rapidement les anomalies dans les documents. Ce n'est pas possible. Les données de ces rapports d'infraction ont été modifiées, mais elles sont exactement les mêmes que celles que j'ai déposées. Zara, dont l'animosité avait été remplacée par un intérêt professionnel, se pencha en avant. Lydia et moi avons enquêté sur la présence en ligne de NexHM. Malgré leur sécurité stricte, j'ai pu découvrir certaines incohérences dans leur dossier financier. Elle fit courir ses doigts sur le clavier comme si une machine venait de sonner. Waouh, Ezra, je crois que c'est pour toi. Les mains tremblantes, elle fit pivoter l'appareil pour montrer à Ezra une adresse électronique cryptée. Il saisit son mot de passe. Lorsque le message s'ouvrit, il révéla des documents financiers incomplets qui suggéraient que NexHM avait versé d'importants pots de vin à plusieurs autorités et cabinets d'avocats, dont celui d'Ezra. À mesure que les ramifications se faisaient sentir, la salle devint silencieuse. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Ezra. Toutes ses idées préconçues sur son mariage, sa profession et même la mort de son père furent brusquement remises en question. Le silence fut d'abord rompu par Félix. Très bien, tout le monde, il semble que nous ayons une conspiration classique. Qu'est-ce qui se passe? Le regard de Lydia se porta sur Ezra, un mélange d'incertitude et de détermination dans son expression. Es-tu ton grand frère? Ezra jeta un coup d'œil autour de la pièce. Sa sœur éloignée, qui n'avait jamais cessé de chercher la vérité, et la hackeuse intelligente, qui avait mis de côté ses préjugés pour aider son ami dévoué, était prête à prendre des risques. Puis, il se souvint de la trahison de Vivian en lui remettant les dossiers modifiés de la mort inexpliquée de son père. Il inspira profondément. Je suis à bord. Éliminons ces abrutis. Zara se retourna vers son ordinateur, fit craquer ses articulations et sourit. Maintenant que nous parlons, voyons ce que nous pouvons découvrir d'autre. Nexa. Ezra ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient sur le point de plonger dans quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux qu'aucun d'entre eux n'avait anticipé. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Il était déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. En entrant dans les bureaux de Winters, Blackwood et associés, Ezra ajusta sa cravate, son visage arborant un masque de professionnalisme. L'odeur familière du cuir et de l'eau de Cologne ne fit rien pour calmer la fureur qui bouillonnait en lui. Chaque accueil qu'il recevait, chaque visage qu'il croisait semblait faux. Il fit un signe de tête à Sarah, sa secrétaire, en passant devant son bureau. « Monsieur Winters aimerait vous voir dans son bureau tout de suite », dit Sarah en fronçant les sourcils avec inquiétude. « Comment vont les choses, monsieur Blackwood ?» La rumeur court, ajouta-t-elle, la voix teintée d'inquiétude.
Un peu en dessous de la forme, mais rien d'inquiétant, dit Ezra en feignant un sourire. La façade d'Ezra tomba au moment où la porte de son bureau se referma derrière lui. Ses pensées se bousculèrent tandis qu'il s'affaissait sur sa chaise. Quelle était l'ampleur de cette conspiration? Combien de ses collègues étaient impliqués? Le cœur battant, il alluma son ordinateur et commença à fouiller dans les dossiers NexHM de l'entreprise. Un document décrivant un déversement de déchets toxiques dans un quartier défavorisé était caché dans un sous-dossier. Ezra découvrit que plusieurs rapports de violations environnementales avaient été dissimulés à l'aide de données falsifiées et de tours de passe-passe juridiques. Malgré l'augmentation des taux de cancer dans la région, NexHM avait échappé à toute responsabilité. Ezra se sentit mal. Il avait consacré sa vie professionnelle à la préservation de l'environnement et à la responsabilisation des entreprises, mais il avait contribué au problème depuis le début. Un bruit à l'extérieur de son bureau le sortit de sa rêverie. Il reconnut immédiatement la voix. « Je me fiche qu'il soit occupé, Vivian. Mon mari est ici et je dois lui parler. » Tout de suite. La porte s'ouvrit brusquement et Ezra se tendit. Vivian avait de la rage dans les yeux, une fureur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu crois vraiment que tu peux ignorer mes appels et disparaître comme ça, siffla-t-elle. Ezra, mes avocats t'enterreront à moins de quoi? Ses lèvres se tordirent en un sourire cruel tandis qu'Ezra répondait d'un ton faussement calme. Pas de question à moins que tu n'acceptes mes conditions. Évite les bagarres. Je ferai connaître à tout le monde tes vilains petits secrets si tu ne cèdes pas à mes exigences. Ezra se demanda quel secret il avait gardé caché, lui qui suivait toujours les règles. Puis il remarqua la montre-bracelet de Vivian. Elle était trop grande pour elle. Il la reconnut, c'était clairement une montre d'homme. C'était celle d'Harold Winters. Avant qu'Ezra ait pu digérer cette nouvelle trahison, son téléphone sonna. Ezra se leva, lissant son costume. Vivian, nous n'en avons pas encore fini. Elle rit lorsqu'il quitta la pièce. Oh, nous ne faisons que commencer. Dans le bureau d'Harold Winters, l'argent et le pouvoir étaient vénérés. Derrière un grand bureau en acajou se trouvait Harold lui-même. Il croisa les doigts lorsqu'Ezra entra. « Asseyez-vous, Ezra, dit Harold d'un ton cordial. Nous devons discuter de NexHM. » Le cœur d'Ezra battait la chamade. Il s'assit, s'efforçant de rester neutre. « Harold, que se passe-t-il avec eux » demanda Ezra d'une voix ferme. Harold plissa les yeux. « La rumeur dit que vous vous êtes intéressé à notre plus gros client. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la confidentialité de vos clients, ajouta Harold, le danger étant évident dans son ton. Un frisson parcourut le dos d'Ezra. Bien sûr que non, répondit-il doucement. Je m'assure simplement que toutes les cases sont cochées et que tous les points sont bien notés dans le cadre de mon devoir de diligence. Harold acquiesça, mais son expression demeura glaciale. Cette entreprise apprécie vraiment ce que vous faites avec NexHM. Si quelque chose devait mettre en péril cette relation, ce serait regrettable. Alors qu'Ezra quittait le bureau d'Harold, son téléphone sonna à nouveau. C'était Félix. Il faut que tu vois ça. Rejoins-moi à l'endroit habituel. Une heure plus tard, Ezra était assis dans un bar sombre, regardant la cassette de sécurité sur l'ordinateur portable de Félix. La vue d'Harold, de Vivian et d'un homme qu'Ezra connaissait sous le nom de Marcus Thorne se réunissant dans un port isolé près de Casey lui donnait des fourmis dans l'estomac. Quand cette vidéo a-t-elle été prise? La voix d'Ezra était rauque. Il y a 2 jours, répondit Félix, l'air sombre. Je crois que la liaison de ta femme ne s'est pas limitée au sexe, Ezra. Je pense que cela faisait partie d'un plan visant à te faire plier. Ezra acquiesça lentement. Tout se met en place. Il avait été l'imbécile pris au cœur du réseau de mensonges de NexHM, qui impliquait sa propre entreprise et sa propre femme. Nous devons les vaincre, dit Ezra d'une voix glaciale. Félix acquiesça, l'excitation de la poursuite brillant dans ses yeux. Par où commencer? Zara, le visage éclairé par la lueur de plusieurs écrans d'ordinateur, était occupée à taper. Ezra était assis, immobile, son esprit d'avocat énumérant chaque détail tandis que Lydia faisait les 100 pas derrière elle. J'ai décrypté l'email anonyme, dit Zara, la voix tendue par l'anticipation. Ça va être incroyable. Les écrans révélèrent un réseau complexe de transactions entre NexHM, Winters, Blackwood et associés, et une douzaine de sociétés écrans. C'est un énorme système de blanchiment d'argent, ajouta Zara. L'instinct de journaliste de Lydia se mit en marche. Il cache des millions de dollars en pots de vin. Le téléphone d'Ezra vibre et il reçoit un message d'un numéro inconnu, c'est en rapport avec NexHM, retrouve-moi au niveau B2 du parking. Mia Rodriguez, jeune, ambitieuse et perspicace, était assistante juridique au cabinet. Que sait-elle? Je dois partir, murmura Ezra en se levant soudainement. Continuez à creuser. Tout ce que vous pouvez trouver,
nous en avons besoin. L'odeur d'huile et de gaz d'échappement emplissait le parking faiblement éclairé tandis qu'Ezra se dirigeait vers le niveau B2. Ses pas résonnaient. Les yeux de Mia s'écarquillèrent de terreur lorsqu'une silhouette apparut dans l'ombre. « Monsieur Blackwood » dit-elle prudemment en jetant un regard nerveux autour d'elle. « J'ai remarqué quelque chose à propos de Nexachem. Je pense qu'il se débarrasse illégalement de déchets dangereux. » Le cœur d'Ezra s'emballait. « Dites-moi tout. » Mia parla rapidement, ses mots s'envolant. Elle avait découvert des documents décrivant les actions illégales de la NCA en triant des dossiers. Cela faisait des mois qu'elle recueillait secrètement des preuves, car elle craignait les conséquences d'une révélation. « Je veux agir moralement, » dit Mia, la voix tremblante. « J'ai peur, mais ce sont des individus puissants. Ils représentent une menace. » Ezra lui toucha l'épaule d'une manière réconfortante. « Mia, tu agis de manière appropriée. Je te jure que nous veillerons à ta sécurité. » Lydia fit une autre découverte lorsqu'ils élaborèrent une stratégie pour que Mia agisse en tant que dénonciatrice, Ezra lui servant d'avocat. D'après de vieilles informations, Lydia découvrit que leur père, James Blackwood, aurait pu s'intéresser à la NCA avant son décès. Les pièces du puzzle s'assemblent pour créer un tableau plus terrifiant qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Mais un nouveau problème apparut alors qu'ils étaient prêts à rendre leurs preuves publiques. Vivian appela Ezra et lui parla d'une voix mielleuse. « J'ai commis une terrible erreur, mon chéri. Est-il possible que nous nous rencontrions? Je veux rectifier les choses. » Ezra sentit une opportunité, même si son instinct lui disait qu'il s'agissait d'un piège. Naturellement, il répondit d'un ton prudemment neutre, « Notre lieu habituel. » Ezra filma secrètement chaque mot de Vivian qui racontait son histoire de tromperie et de remords. Sa confession serait utile, mais il ne la croyait pas un instant. Leur conversation ne dura pas longtemps. Zara apprit que leur communication avait été interceptée. Leurs moindres faits et gestes étaient surveillés par une équipe de sécurité privée de Nexa. Même si le filet se resserrait, Ezra et son groupe étaient prêts au combat. Une ombre massive se profilait dans le ciel nocturne, le complexe de recherche abandonné de Nexachem, Mia avait disparu sans laisser de traces, et le cœur d'Ezra s'emballait tandis que Félix et lui se rapprochaient, leurs pas étouffés par l'herbe dense. Ils étaient sur le point de présenter leurs preuves au public, mais maintenant, ils entraient dans ce qui ressemblait à un piège. Félix avait localisé le dernier endroit connu où Mia se trouvait dans cette installation. « Cela me gêne », chuchota Félix, la main cachée derrière sa veste, près de son arme. « C'est trop silencieux. » Ezra acquiesça. « Il n'y a rien que nous puissions faire. Mia a tout mis en jeu pour nous aider. Nous ne pouvons pas l'abandonner maintenant. » Ils découvrirent une porte latérale corrodée, et les mains habiles de Félix forcèrent la serrure avec facilité. La poussière et l'odeur âcre des produits chimiques emplissaient l'air. À l'aide de leurs lampes de poche, ils découvrirent du verre brisé, du matériel abandonné et de sinistres taches sombres sur le sol. En s'aventurant plus loin dans le bâtiment, ils trouvèrent une pièce qui glaça le sang d'Ezra. C'était un laboratoire de fortune, avec des cages qui avaient manifestement abrité des sujets d'expérience et des cuves bouillonnantes de liquide toxique. Les conséquences étaient terrifiantes. « Mon Dieu !» marmonna Félix en prenant des photos avec son téléphone. « C'est bien plus grave que ce que nous avions prévu. Ils ne se contentent pas de se débarrasser de déchets toxiques. Ils en fabriquent. » Alors qu'ils s'approchaient, ils se figèrent en entendant un vacarme venant du couloir. Ils se cachèrent derrière une grosse machine tandis qu'un groupe d'hommes entra précipitamment dans la pièce. Le cœur d'Ezra s'emballa lorsqu'il aperçut Marcus Thorne à côté de lui, son costume de luxe tranchant avec le cadre délabré du laboratoire. « Cherchez-les » grogna Marcus en s'adressant à un membre de la sécurité. « Nous ne pouvons pas les laisser sortir d'ici vivants. » Félix et Ezra échangèrent un regard terrifié. Dépassés, acculés et ne sachant que faire, une autre silhouette entra dans la pièce avant qu'ils ne puissent réagir. Le cœur d'Ezra s'arrêta. Pourquoi sa sœur se trouvait-elle dans cet endroit? Alors qu'il observait, sa perplexité céda la place à la peur. Lydia s'approcha de Marcus, l'air calme et assuré. « Ils ne sont pas là », dit-elle en regardant Marcus. Ce dernier acquiesça. « Bien joué, Blackwood. Vous avez été d'une grande aide. » C'est comme si quelqu'un avait frappé Ezra à l'estomac. Lydia était employée par Shem. Il savait que ce n'était pas possible, mais le doute commençait à s'insinuer en observant les interactions de sa sœur avec l'homme qui lui avait causé tant de chagrin. Tout cela était-il faux? La confrontation qui s'ensuivit fut désagréable, Lydia étant visiblement tiraillée entre son engagement envers son objectif et la loyauté envers son frère. Il n'y avait pas de temps pour les explications, et l'esprit d'Ezra s'emballa pour tenter de comprendre cette trahison. Les hommes de Marcus se rapprochaient et la violence éclata. Félix poussa un cri d'agonie lorsqu'il fut frappé. Ezra se fraya un chemin jusqu'à une porte barricadée,
où ils découvrirent Mia malgré une balle qui lui transperçait l'épaule. Avec les balles résonnant derrière eux et les alarmes retentissant, ils s'enfuirent de l'établissement, terrifiés mais vivants. Lydia fit une dernière apparition. Elle enfonça une clé USB dans la paume d'Ezra. Ses yeux suppliaient. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je vous expliquerai tout, je le jure, mais vous devez partir maintenant. » Même si Ezra avait 1000 questions en tête, il réalisa qu'il n'avait pas d'autre choix car Félix saignait et Mia tremblait. Lydia devait garder sa couverture alors qu'il fuyait dans l'obscurité, peu importe ce que cela signifiait. Ezra serra la clé USB dans sa main tandis qu'il s'éloignait dans le véhicule de Félix, réfléchissant aux informations qu'ils avaient recueillies, aux dangers qu'ils avaient courus et aux trahisons qu'ils avaient subies. Savoir que ce complot était plus complexe qu'aucun d'entre eux ne l'avait anticipé et que sa sœur, une personne qu'il croyait connaître mais qui était en fait une étrangère jouant un jeu qu'il ne comprenait pas, en était le cœur, rendait tout le reste insignifiant. Ezra jura silencieusement tandis que les lumières de la ville défilaient. À tout prix, il trouverait la vérité. Justice serait rendue à la NCA, à Winters, à Blackwood et à ses complices, et même à Lydia elle-même. Ezra en avait assez d'être une mouche prise au piège dans une toile de mensonges, il était temps d'endosser le rôle de l'araignée. L'opulence n'a rien à voir avec la sécurité d'un foyer. Ezra Blackwood était habitué à l'odeur de renfermer des livres anciens, au papier peint décollé et à l'humidité générale qui semblait s'infiltrer dans ses os. Pour l'instant, cependant, c'était l'endroit le plus sûr du monde. Ezra s'assit à une table fragile. Au milieu de piles de papier, son ordinateur portable était ouvert devant lui. En face de lui, Mia Rodriguez examinait des documents financiers. Dans un coin, les doigts de Zara parcouraient son clavier tandis que son front se plissait sous l'effet de la concentration. Son visage était éclairé dans la pièce sombre par la lueur de plusieurs écrans. Des jours, peut-être des semaines, s'étaient écoulés depuis leur arrivée. Le temps n'était plus qu'un brouillard. Grâce au contact militant de Félix, ils avaient pu se déplacer entre un réseau de refuges. Cependant, l'angoisse persistante d'être retrouvés et le soupçon qu'un adversaire était tapi dans chaque ombre les épuisaient. Ezra se massa les yeux pour tenter de se concentrer sur le papier qu'il avait devant lui. Ses pensées revenaient sans cesse à sa sœur, Lydia, l'agent infiltré. Il essayait de justifier la trahison, mais cela faisait toujours mal. Tout n'était-il qu'un mensonge, ou était-elle vraiment de leur côté? Bon sang, murmura-t-il. Le silence fut rompu par la voix de Zara. Vous devez tous voir ça. Mia et Ezra s'agglutinèrent autour du bureau de Zara, regardant l'écran. Il y avait des plans pour un immense projet de construction. Des déchets toxiques devaient être déversés dans la réserve naturelle d'Oakwood. Zara précisa d'une voix furieuse, la nappe phréatique de toute la région sera contaminée si ce projet est approuvé. L'estomac d'Ezra se serra. En tant qu'importante source d'eau pour les villes voisines et habitats d'animaux en voie de disparition, Oakwood était l'un des rares endroits vierges de l'État. On ne peut pas laisser faire ça, déclara Mia. Nous devons les arrêter. Sa voix tremblait de détermination. Ezra acquiesça, ses pensées tourbillonnant déjà autour de tactiques juridiques potentielles. Nous avons besoin de preuves supplémentaires, de preuves tangibles qui relient l'emplacement des produits chimiques à la décharge. À ce moment-là, le téléphone portable d'Ezra vibra d'un appel non identifié. Après un moment d'hésitation, il répondit. Ezra. La voix de Vivian était inhabituellement hésitante. Nous devons parler, et je veux vous aider, dit-elle. Ezra porta le téléphone à son oreille. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que, Ezra, je sais des choses qui pourraient faire tomber la NCA. Tout, Harold. S'il vous plaît, venez me rencontrer. Ezra pensait qu'il s'agissait d'un piège à cause de leur passé, mais si Vivian disait la vérité, son témoignage pourrait être la clé de l'affaire. Je vais y réfléchir, dit-il finalement avant de raccrocher. Mia et Zara le regardaient, impatientes. Ezra. Oui, répondit-il. C'était Vivian. Elle prétend vouloir nous aider. Vous ne pouvez pas envisager de lui faire confiance. Ce n'est pas quelqu'un en qui nous devons avoir confiance. Mais nous pouvons l'utiliser, dit Ezra en élaborant un plan. C'est génial si elle est sincère. Sinon, nous serons prêts. Ezra ne cessait de penser qu'il manquait de temps alors qu'il commençait à élaborer un plan. La décharge toxique de Nexachem pouvait survenir à tout moment. Il devait agir rapidement, mais pas avant d'avoir pris une décision au sujet de Lydia. Sa sœur s'était engagée dans un jeu risqué. Les mettait-elle en danger, ou pouvait-il croire au fait qu'elle leur donnait? Ezra regarda attentivement la clé USB. Lydia la lui avait glissée dans la main lorsqu'il s'était échappé de l'usine chimique Nexa. Il n'en avait toujours pas parlé aux autres. Il inspira profondément avant de la brancher. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Des fonctionnaires de haut niveau étaient impliqués dans les intrigues complexes de Nexa, des comptes bancaires,
des courriels et, au centre de tout cela, un nom brisa le cœur d'Ezra, Blackwood, James. Avant son décès, leur père avait fait bien plus que de simples recherches sur Nexa. Il avait découvert un complot qui dépassait de loin l'avarice corporatiste. Ce qui était en jeu, c'était le contrôle de la ressource humaine la plus fondamentale, l'eau. Ezra s'allongea. Sa tête tournait. Il ne se battait plus seulement contre une entreprise. De la salle du conseil d'administration aux plus hautes sphères du gouvernement, il faisait face à un système, un réseau de corruption. Instinctivement, son regard se posa sur Zara et Mia, qui continuaient à éplucher des documents. Ezra venait de découvrir la bombe. Pour en arriver là, ils avaient tous risqué leur vie. Il était temps de faire le geste le plus dangereux. D'une voix résolue, Ezra prit la parole. Après notre rencontre avec Vivian, nous ferons tomber tout le système de barrage. La salle de conférence de Nexachem était le comble du luxe d'entreprise. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Cependant, l'inquiétude se reflétait dans la surface en acajou poli de la table. Les visages des membres du conseil d'administration étaient groupés autour d'elle. En tête de table siégeait Marcus Thorne, le PDG de Nexachem. L'assurance dont il faisait habituellement preuve était marquée par un tremblement perceptible. Je vous assure, mesdames et messieurs, que ces accusations sont totalement infondées. Elle a toujours respecté la loi, déclara Marcus. Lydia Blackwood s'efforçait de garder une expression neutre depuis sa place à la table. Son visage impassible s'était affiné au fil d'années de travail clandestin, mais même elle peinait à conserver son calme. Elle priait pour que le plan d'Ezra réussisse alors que tout s'enchaînait et que les portes s'ouvraient brusquement. Il était accompagné de Meade et d'un groupe d'agents du FBI. Le chaos régna dans la pièce. La voix d'Ezra s'éleva au-dessus du bruit. Marcus Thorne. Vous et vos complices êtes arrêtés pour conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude et infraction environnementale. La colère déforma le visage de Marcus. C'est ridicule. Vous êtes impuissant. Peut-être, mais nous avons la preuve, dit Mia d'une voix ferme et inébranlable. Elle fit un signe de tête à Zara qui, malgré sa peur, s'infiltra dans le brouhaha. Tous les écrans de la salle s'animèrent soudain. Chacun put examiner les preuves qu'ils avaient laborieusement rassemblées au cours des semaines précédentes, courriers électroniques, images de sécurité et données financières. Ezra poursuivit alors. Chaque employé, actionnaire et organisme de réglementation de Nexachem a été informé de ces preuves. La partie est terminée, Marcus. À ce moment, Lydia laissa enfin tomber sa couverture et se leva. Nous avons la preuve que James Blackwood, qui avait menacé de révéler votre projet de domination des ressources en eau par contamination intentionnelle, a été tué par Nexachem. Le visage de Marcus se vida de ses couleurs. Il se précipita vers son ordinateur portable, qui contenait probablement des preuves encore plus accablantes. Mais Ezra fut plus rapide. La poursuite qui s'ensuivit fut désespérée. Ezra suivit Marcus à travers les bureaux de Nexachem, leur pas résonnant dans les couloirs étrangement déserts alors qu'ils montaient des escaliers et empruntaient des corridors tortueux. Ils débouchèrent sur le toit. La métropole s'étendait devant eux. Marcus tenait fermement le disque dur alors qu'il se trouvait au bord du précipice. Son costume normalement impeccable était fouetté par le vent. « Marcus, c'est fini » cria Ezra en s'approchant prudemment. Il n'y a nulle part où fuir. Les yeux de Marcus prirent une expression de folie. « Tu ne connais pas Blackwood. Cela nous dépasse, Nexa et moi. En tuant mon père et en empoisonnant les autres, nous avons amélioré le monde. » La passion dans la voix d'Ezra se brisa. Qu'est-ce qui rend ce monde meilleur? Il n'y a plus assez de ressources. Marcus grogna. Le nouveau pétrole, c'est l'eau. Tout est sous le contrôle de celui qui la détient. Ezra fit un pas de plus en avant. Tout comme vous, mais votre père était trop idéaliste pour le voir. Ça ne doit pas être le cas. Rends-toi, Marcus. Sois honnête. Alors peut-être pourrons-nous vraiment créer un monde meilleur. Pendant une seconde, Marcus sembla y réfléchir. Puis il jeta le disque dur du toit et rit amèrement. Il était déjà trop tard quand Ezra se lança. Les noms de nombreux fonctionnaires malhonnêtes disparurent en même temps que le petit gadget qui plongea dans la ville en contrebas. Ezra se tint au bord du toit pendant que les autorités escortaient Marcus. Ils avaient gagné, mais le conflit était loin d'être terminé, comme ils pouvaient le voir au-dessus de la ville. Il y avait beaucoup de monde dans la salle d'audience du Congrès. Chaque siège était occupé par des journalistes, des activistes et des citoyens intéressés, tandis que les caméras filmaient les événements pour des millions de personnes à travers le monde. Lydia serra la main d'Ezra de manière rassurante pendant qu'il ajustait sa cravate, douloureusement conscient de la gravité de la situation à ses côtés. Ils étaient ensemble, même après des années de séparation et les dernières révélations. Le président de la commission, M. Blackwood, commença.
Dites-nous ce que vous avez appris sur Nexachem et ses partenaires, en vos propres termes. Ezra et Lydia passèrent les heures suivantes à exposer l'ensemble de l'intrigue. Pendant qu'ils parlaient, les écrans de la salle montraient des preuves des violations de l'environnement, des dissimulations, des pots de vin et, finalement, de la vérité sur la mort de leur père. Harold Winters en avait fourni une grande partie. Les efforts de Vivian Blackwood pour échapper à la nation avaient été déjoués par un tuyau anonyme, et elle avait été escortée depuis son jet privé, menottée, en échange d'un accord de plaidoyer dans une autre partie de la ville. Ezra compléta son témoignage en expliquant que les crimes commis par Nexachem n'étaient pas des événements isolés. Ils sont le signe d'une maladie plus grave dans notre culture, où l'environnement est considéré comme une ressource à exploiter plutôt qu'à préserver, et où les profits priment sur les personnes. Nous avons besoin d'un changement maintenant. L'audition donna lieu à une grande activité. Les réglementations furent renforcées, des inculpations furent prononcées et un dialogue national sur la préservation de l'environnement et la responsabilité des entreprises prit le devant de la scène. Les mois passèrent. Debout devant un groupe d'étudiants en droit enthousiastes, Ezra voyait dans leurs traits un mélange d'anxiété et d'idéalisme qui lui rappelait lui-même, il n'y a pas si longtemps. La loi est un instrument puissant, leur dit-il. Mais elle ne vaut que ce que valent les personnes qui la manient. Vous avez la possibilité d'influencer l'avenir, de poursuivre la justice et de défendre ceux qui sont incapables de se défendre eux-mêmes. Faites en bon usage. Le téléphone d'Ezra résonna d'un message de Lydia alors que les élèves se retiraient. Dans le cadre de leur combat permanent, la sortie de son livre, qui dénonce les crimes environnementaux des entreprises, était prévue pour la semaine prochaine. Ezra retrouva Félix et Zara dans leur nouveau bureau plus tard dans la soirée. Clearwater Tech, des solutions innovantes pour un avenir plus propre, pouvait-on lire sur la porte. Félix sourit, l'esprit intact mais avec le bras toujours en écharpe. La conseillère Zara leva les yeux de son ordinateur, impatiente à l'arrivée d'Ezra, et lui souhaita la bienvenue à la Révolution. Notre stratégie initiale de purification de l'eau vient d'être achevée. Ezra ressentit un espoir qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années en examinant les plans. Ils progressaient dans la bonne direction, mais il leur restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Son téléphone portable sonna. Un message de Mia, une fois de plus. Première de sa classe en deuxième année de droit, elle passait l'été comme stagiaire dans un cabinet d'avocats spécialisé en environnement et avait besoin de l'avis d'Ezra sur une affaire. Ezra répondit en souriant. Il n'était plus seul dans leur combat pour la justice, mais celui-ci était loin d'être terminé. Une nouvelle génération émergeait, armée de connaissances, d'enthousiasme et de la volonté de changer les choses. Ce soir-là, en quittant le bureau, Ezra s'arrêta pour contempler les étoiles, à peine visibles à cause de la pollution lumineuse de la ville. Là-haut, quelque part, il aimait à penser que son père l'observait, satisfait de leurs accomplissements et de leur lutte incessante. Bien que le voile de la tromperie ait été levé, le processus de reconstruction et l'édification d'une société plus durable et équitable ne faisait que commencer. Ezra Blackwood était prêt pour cette tâche.